Alors ça nous amène un grand bonhomme qui est Umberto Eco, qui malheureusement nous a quittés il y a quelque temps. On l'avait pris, il devait faire un mardi au CNAM quand j'y étais, dans une pipe. Et puis il y a eu des grèves, il n'a pas pu venir, maintenant il est mort. Bon, bref, il faut inviter les gens avant qu'ils soient morts. C'est là le truc que j'ai. Non mais c'est vrai, globalement. Tu étais d'accord, Pierre? Bon, voilà, ben oui, mais on en a qui ont fait avec le fondateur de la Swatch. Bon, faut absolument qu'on les invite avant qu'ils soient morts. Alors, conscience de la culture européenne, érudition, voyage, humour et désenchantement. Lui aussi, alors... Désolé, il y a pas mal de désenchantement dans ces gens-là qui disent toujours exactement ce qu'on dit aujourd'hui. On n'a pas tenu assez compte de l'humain, on ne tient pas compte des besoins de la société, on découvre les problèmes des gens à tas, et on est technophile, techno-chiant, comme on dit. Bon, c'est à la française, en plus, on dit généralement dans les autres pays. Alors il dit, en plus, lui, il est contre le nivellement par le bas. Il dit, on n'arrête pas de dire, faites simple. Il dit, ce sont les éditeurs et certains journalistes qui croient que les gens veulent des choses simples. Les gens sont fatigués des choses simples, ils veulent être mis au défi. Ils n'attendent pas une solution tout de suite à quelque chose, ils sont capables de réfléchir, en fait. Alors son œuvre, alors ça démarre par Le Nom de la Rose, qui va connaître un succès immense. Alors il dit, souvent il dit, ça me gêne un peu, parce que c'est pas ce que j'aurais aimé mettre en avant, c'est né, en fait, d'un pari. Le nom, réellement, c'est né d'un pari. On dit, mais toi, tu écris des choses, c'est extrêmement sophistiqué, c'est un télo et tout. Est-ce que tu serais capable de faire un roman policier? On dit, bah oui, c'est des codes assez simples. Compliquons un peu le sujet. Un roman policier, mais à condition, je ne sais pas, qu'il se passe dans une communauté de moines au Moyen-Âge. On voit quelque chose qui rend le sujet un peu plus difficile. Et donc, il fait le pari, je vais faire un roman policier qui se passe dans un monastère au Moyen-Âge. Et il vous fait un chef-d'œuvre qui va le faire connaître sur la terre entière. Et il dira, à chaque fois, j'ai du mal à faire passer mes visions d'avenir, on me prend comme un spécialiste du Moyen-Âge. Alors, il a fait sa thèse sur saint Thomas d'Aquin, qui n'a pas plu à l'Église, parce qu'il dit, enfin, un saint qui ne croit plus en Dieu. C'est bon, ce qui n'était pas l'attitude des autres, donc il avait un petit côté iconoclaste, si vous voulez. Et donc, Le Nom de la Rose, qui est un chef-d'œuvre, il va dire, après, quand je viens parler de futur, d'avenir, tout ça, j'ai du mal. Mais d'un autre côté, ça le fera inviter sur la terre entière, il adorera voyager. Il a deux façons de voyager, c'est les livres, c'est le mec qui a le plus de livres en Europe, il en avait 50 000 chez lui. Vous voyez sur le web, vous voyez la bibliothèque d'Umberto Eco, les gens le suivent, ils passent par Internet, il est chez lui, il y a 50 000 bouquins, il y en a ailleurs. Après, il y aura Histoire de la beauté, Histoire de la laideur, en vis-à-vis, intéressant. Aussi le pendule de Foucault, qui a été fait dans le musée du CNAM, donc ça nous concernait, c'est pour ça que je vais bien revenir. Et puis des travaux beaucoup plus sophistiqués, apparemment un peu moins accessibles. Je vous conseille les choses. Sur les épaules des géants, l'homme qui a su transformer la science en roman, disait-on. Sur les épaules de géants, le bonheur de la complexité. Il est con de dire c'est trop simple, il y a 3 règles, il y a 2 trucs, etc. Ça, ras-le-bol. Il disait non, l'homme est fait pour penser, il a une capacité de comprendre les choses, sinon on va abêtir. 12 conférences qui ont fait revivre l'immense culture et la générosité d'esprit de l'humaniste, parce que c'est fondamentalement un humaniste. Il a aussi un travail remarquable sur les vieux et les jeunes. Il a dit, qu'est-ce qui a vraiment changé au cours des 30 dernières années? C'est qu'on a gagné 20 années de vie. Les gens ne s'en rendent pas compte. On est sur la Lune, on ira peut-être sur Mars, on n'a pas beaucoup bougé. Cette vie beaucoup plus longue, les conséquences sont phénoménales et personne ne les analyse. On le voit aujourd'hui sur les retraites. Il dit, les retraites, ça va exploser. Bien sûr, puisqu'une fois que vous avez 3 personnes âgées pour une personne qui bosse, vous pouvez faire tout le système que vous voulez. Ce sera très difficile de s'en sortir autrement que prolongeant. Et puis aussi, il dit, c'est le phénomène, la société n'y est pas prête. On ne voit pas, parce que les gens parlent des techniques, mais ils ne voient pas l'impact sur la vie. Or, tout le monde a la durée de vie qui s'allonge. Comment ça va se réorganiser? Donc, il fait le point entre... Voilà, il dit, voilà, maintenant, les gens vont arriver à 90 ans. Qu'est-ce que ça va donner? Quelle est l'activité? Les gens ont une peur panique de leur fin de vie et de la vieillesse. Ils ont idéalisé la jeunesse. Remarquable, ces travaux, j'appelle ça chronique d'une société liquide, dit-il. Science, technologie, magie, un bouquin qui s'appelle À reculons comme une écrevisse, critique acerbe des médias dans leur relation à la science et la technologie, qui est remarquable, sur le rôle négatif qu'ont joué beaucoup de médias dans une vision fausse de la science et de la technologie. Ça s'appelle L'innovation et répétition, ou bien À reculons comme une écrevisse, ça s'appelle. Il dit on part en art. Alors il a un bouquin d'innovation que je vous conseille absolument, parce qu'il est génial. Ça s'appelle Comment voyager avec un saumon. Alors lui, je vous dis, il va prendre plaisir à voyager. Il est invité à faire des lectures dans le monde entier. Alors il dit, c'est gênant, c'est toujours le nom de la rose, mais enfin, bref, je fais le nom de la rose, puis j'essaie de caser autre chose, mais enfin, il fait avec. Et lui, en voyageant, en allant dans le monde entier, il dit, mais les innovations sont extrêmement mal adaptées aux gens. Aujourd'hui, si vous êtes spécialiste d'innovation, on appellerait ça parcours utilisateur.
Il dit, mais c'est mal foutu, on ne trouve pas un grand toilette dans un hôtel. Moi, on m'a offert un saumon, je vais faire une conf en Norvège, c'était impossible, il ne rentre pas dans les frigos, même du machin, il ne rentre pas dans la valise, il ne rentre pas dans l'avion. Nul, on a dit, il est bien fait, rien ne colle avec ça. C'est pour ça qu'il a appelé Comment voyager avec un saumon. Quand je suis arrivé en Italie, il était foutu, parce que je suis obligé de le mettre le long, enfin, il y a impossibilité de le faire. Il analyse comment sont arrivées les valises à roulettes, pourquoi se casser la gueule. Enfin, donc, il observe le monde réel, une grande leçon sur les innovations inadaptées aux besoins, attentes, souhaits et désirs des individus, à partir de son expérience internationale. Observation du monde réel, intelligent, provoquant, hilarant. Il dit, voilà, est-ce que vous avez déjà eu à mettre un saumon fumé dans le frigo de votre chambre d'hôtel, tenter d'installer un logiciel en lisant les 3 volumes d'explications, renoncer à prendre un médicament anodin, parce que dès que vous lisez la notice sur ce que ça fait sur certains sujets, il n'est pas bouffable, entrepris de chercher du sexe sur Internet ou un gant de toilette dans un hôtel. Enfin bref, il vous fait le tour de dire « mais on ne fait pas ce que les gens entendent, ont besoin ». Enfin, c'est le seul truc dont j'aurais besoin. Ça relate les aventures et mésaventures de l'homme d'aujourd'hui. En guise de bouquet final, il fait un voyage sur le savoir scientifique moderne qui pousse vers la folie à cause de l'atomisation de la connaissance et du luxe théorique. Bon. Donc il faut lire « Comment voyager avec un saumon ». C'est un bouquin, ça sera plus marrant qu'un bouquin d'un prof sur l'expérience client, hein, qui sera par nature chiant dès le départ. Utilisateur. Bon. Alors lui, Umberto Eco, typiquement l'inclassable. Il est quoi son métier? Lui, il est sémiologue. Alors, personne ne sait ce que c'est. Vous savez ce que c'est le sémiologue? Sémiologue, ça veut dire qu'il s'intéresse au sens. Et au sens des mots, des signes, au sens de tout. Donc il cherche du sens à tout. Hein, il voit du sens partout. Et il a fait une thèse sur Thomas d'Aquin. Il n'a pas mis saint, parce que pour lui, c'est plus un saint. Alors déjà, ça commence mal. Il est quand même près de Rome. Hein. Donc voilà. Et pour le reste, il va envahir les gens de la connaissance. Alors il pose problème. Les gens disent, mais quoi, il est sémiologue, mais personne ne sait ce que c'est. Et c'est philosophe, il est sociologue, il est romancier, il est spécialiste du Moyen-Âge, ça collait bien. On dit non, pas du tout, c'est de l'avenir. Mais il a bien fait un bouquin sur le Moyen-Âge. Les gens veulent vous mettre dans des cases. Et vous avez vu, la plupart de ceux qu'on a vus, ils sont multidimensionnels, les bougres. C'est comme à l'école au début, c'est pas parce qu'on fait de la géographie qu'on ne fera pas des maths et de la philo l'après-midi. Bon, donc après on arrête. Alors voilà, il est universitaire, spécialiste Thomas d'Aquin, philosophe, schématicien, romancier à succès, sociologue, analyste, etc. Très sérieux mais très bon vivant, débonnaire, facétieux, faisant des blagues tout le temps. L'humour. Hein, il n'avait que 3 faiblesses, dit Jacques Le Goff, un grand écrivain. Il n'aimait que le vin rouge, était insensible au football et était sujet à la dispersion. Mais c'est ce qui a fait qu'il a été reconnu dans le monde entier. Il n'avait pas cet esprit de sérieux qui, selon Kundera, ravage notre époque. Parce que je dis, Kundera se considérait comme un humoriste. Donc, tiens, il faisait du stand-up dans les cafés à Prague. Et les gens disent, oui, mais c'est grave ce qu'il disait. Vous avez vu, après, c'était la guerre, mais c'est pas de sa faute. Voilà. Et lui, il avait bien compris ça. Et il dit, la capacité de sérieux de l'homme est quand même assez limitée. Donc, soit il se prend au sérieux, soit il prend au sérieux ce qu'il fait. Mais il ne peut pas faire les deux à la fois. Et donc, si vous prenez au sérieux ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous prendre au sérieux. Ça va être des gens qui doutent de leurs compétences, si c'est le cas. Et on l'a observé tous. Hein. Donc il y avait toujours ce côté ludique, il voulait expliquer. Donc il analyse le monde des possibles, vertigineuse réflexion sur la complexité des rapports entre réalité et fiction, se passionne pour tout, la musique, il jouera de la flûte à bec toute sa vie, il fera même des concerts. Enfin, il s'intéresse à tout. Lecture sur les aventures en tout genre. Lire 50 000 bouquins, ça donne quand même une bonne marge. Il trouve du sens en tout, une immense érudition, il possède plus de 50 000 livres. Et lui, le rire était fondamental. C'est l'esprit qui éclate de joie. Sans le rire, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue, pense-t-il. Il dit d'ailleurs, si Dieu existait, ça serait une bibliothèque. Hein, voilà. Le monde est un livre, ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. C'est un texte de Saint-Augustin, mais spécialiste, mais il le reprend à son compte. Voilà, il dit, si vous n'avez pas voyagé, vous n'avez qu'un truc. Et lui, il voyageait de 2 façons, par les livres et par le voyage. Il dit, le voyage, c'est un livre, il faut vous lire toutes les pages, donc aller partout, hein, et l'inverse. Lecture, voyage, vous voyez là, il fait une lecture à l'université de Toulouse, il a été faire des lectures un peu partout. Alors voilà, au milieu de ces immenses bouquins, il dit « Qui ne lit pas, à 70 ans, aura vécu une vie solitaire. Celui qui lit aura vaincu 5000 ans. La lecture, c'est l'immortalité à rebours. Lecteur assidu, bibliothèque vivante. Je ne sais pas si vous voulez lire 50 000 livres, passer 2 heures par bouquin, vous allez voir ce que ça donne. Il a pourtant un livre qu'il lira plus de 100 fois, qui s'appelle « Sylvie » de Gérard de Nerval, son livre préféré. Alors, pour quelqu'un qui a lu 50 000 bouquins, vous dites, c'est celui-là que je préfère, il faut aller jeter un œil. Hein. Juste pour info. Hein, il dira, il l'avait avec lui, il le gardait à portée de main. Alors, sa bibliothèque, c'était un mystère pour tout le monde. Il a dit, comment vous classez 50 000 livres? C'est l'équivalent, pratiquement, de 25 librairies. Bon. Normalement constituées. Alors, il dit, ça dépend. Ça dépend, il y en a, j'aime bien les belles reliures, je les mets plutôt ensemble. Mais ailleurs, c'est plutôt par auteur. Et puis, il y a des thèmes différents. Enfin, ça change tout le temps. Mais j'ai une mémoire visuelle.
Sa secrétaire n'arrivait pas à lui trouver un bouquin. Il a dit, maintenant je sais, je la pilote. Je lui ai dit, tu marches pendant 12 pas, tu tournes à gauche, tu prends à droite, tu lèves la main, c'est dans cette zone-là. Et ça marchait à tous les coups. Donc voilà, c'était quelqu'un d'intéressant à beaucoup. Alors, lui, il a été... Alors, je cite un de ses textes. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin, et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel, c'est l'invasion des imbéciles. Voilà. Je pense que Griveaux serait d'accord sur l'essentiel, je pense. Ben, voilà. Donc, effectivement, l'intérêt d'avoir des gens qui sont au cœur de la vie et de l'individu et tout, c'est qu'ils voient tout de suite les défauts du problème. Ils sont extrêmement, si vous voulez, éveillés par rapport à ce qu'il faudrait faire. Alors, la disparition d'Umberto Eco fait baisser à elle seule la moyenne du QI planétaire, dit Martin Lassard. C'est un spécialiste d'Internet et des réseaux sociaux, donc il est de la nouvelle génération. C'était sans doute le meilleur connaisseur et le plus grand défenseur de la culture humaniste européenne. Ce qui l'inquiétait, c'est qu'elle est en train de voler un éclat avec le retour des nationalismes et le fait de se faire marcher dessus par tout le monde. Ces derniers travaux sont marqués d'une inquiétude sur l'avenir du monde. On le sent. Voilà. Là, vous voyez, on a des points communs entre ces gens. Alors, Kundera. Kundera, c'est un cas très intéressant. Kundera s'est fait naturaliser français, pour info. Il est parti de Prague, aujourd'hui, il est français. La vie, quoi qu'il arrive, dans un monde où l'homme est oublié d'avance. Alors Kundera, vous allez dire, oui, mais est-ce qu'il est recommandable? Il dit, moi, j'ai fauté. Pourquoi? J'étais à Prague, j'étais dans des régimes totalitaires. J'ai été comme les Français pendant la guerre. J'étais en fait un collaborateur de fait. Parce que je ne m'y opposais pas. Je n'ai pas été un héros. J'ai essayé de me battre, puis après, bon, pour être tranquille, on dit, je ne fais pas de politique. C'est-à-dire qu'on accepte le régime. Et il dit, mais vous voyez les systèmes qu'on fait ça, ou des millions de personnes? Vous, est-ce qu'on est sûr à chaque fois qu'on sera un héros? C'est très délicat. Donc il dit, moi j'ai été au cœur de cette réalité-là. Et maintenant, je me dis qu'il y aura sans doute une possibilité. Mais il dit, vous vous rendez compte que les totalitarismes en Europe ont mis ça? Sachez que 95% des Français soutenaient Pétain, quand même. Faut pas après. Et donc, il dit, moi j'ai jamais tué personne et tout, mais je pense que j'étais passivement collaborateur à un moment donné. Maintenant, on reconnaît, Prague voudrait récupérer Kundera. Je voudrais le rendre hommage parce que c'est un grand de Prague. Et puis, il a fait ses avancées. Et après, il a bougé. Enfin, c'est quelqu'un qui est pétri de la réalité des ravages qu'ont connus l'Europe, si vous voulez, à la fois sur les consciences des gens, en disant, qu'avons-nous fait? Quelle était notre posture? Alors, il dit, voilà, dans le monde moderne, abandonné par la philosophie, fractionné par des centaines de spécialisations scientifiques, l'écrivain nous reste comme le dernier observatoire qui peut embrasser la vie humaine comme un tout. Alors, il est toujours vivant, Kundera, il donne des conférences superbes. Il est un peu fatigué maintenant, mais c'est une grande personne. Tout le monde vous dit... Voilà. Alors, Kundera, il dénonce la perception trop technologique de la société. Alors, il cite Edmund Husserl, qui est un grand sociologue allemand, qui voit dans les racines de la crise européenne, dans le caractère unilatéral des sciences européennes, qui réduit le monde à un simple objet d'exploration technique et mathématique, avec une priorité donnée à la modélisation. Là, il ne met pas, mais... Et on exclut de leur horizon le monde concret de la vie. C'est justement le monde c'est justement le monde de l'écrivain. On appelle ça en allemand le Lebenswelt, le monde de la vie réelle. Et souvent, on reproche à nos dirigeants, à d'autres, de dire « mais vous n'êtes pas dans la vie réelle. Vous ne savez pas ce que c'est que la vie à la campagne, vous n'êtes pas rendu compte que les gens faisaient 100 km par jour. » Alors il dit « plus l'homme avance dans son savoir, plus il perd des yeux l'ensemble du monde et de soi-même, sombrant dans ce qu'Heidegger appelait d'une formule belle, presque magique, l'oubli de l'être. » Il dit « quand je rencontre les grands intellectuels, ils ne me parlent pas des êtres. Il me parle de la 4G, il me parle du cloud, il me parle de choses qui... Ça peut dire quoi pour nous au bout? Bon. L'homme devient une simple chose pour les forces qu'il dépasse, le surpasse et le possède. Par ces forces-là, son être concret, son monde de la vie, son Lebenswelt, n'a plus aucun prix ni aucun intérêt. Il est éclipsé, oublié d'avance. Et ça, c'est dans l'art du roman, sur le rôle irremplaçable de l'artiste pour une perception globale de la vie. Alors, je vous mets quelques citations de Kundera. Il dit « Il n'est rien plus beau que de réaliser des idées folles. Je voudrais que ma vie ne soit qu'une suite d'idées folles. » Et pareil, il dit « Si nous ne pouvons changer le monde, parce qu'il dit « Moi, j'ai coulé l'écrasement. Maintenant, c'est plutôt la technique. » Parce qu'à un moment, il a créé l'entreprise. Il fait des conférences sur les entreprises. Il étudie l'entreprise. Il connaît l'entreprise. En disant « Oui, mais le progrès réel vient des entreprises. » C'est lui qui a écrit « Les deux seules fonctions de l'entreprise sont le marketing et l'innovation. » Qui est attribué à Peter Drucker, qui a récupéré ce qu'a dit Kundera. Comme d'ailleurs beaucoup de fois, quand vous êtes dans un domaine restreint, la gestion, vous récupérez tout ce qu'a dit Socrate, machin, et ça devient une règle de gestion. Mais c'est souvent le cas, malheureusement.
J'ai connu des élèves de Drucker, ils avaient fait un petit bouquin, l'origine des pensées de Drucker, où ils remettaient chaque fois le mec qui était derrière. Enfin, on lui en veut pas, mais... et parce qu'il disait, oui, l'entreprise, oui, effectivement, elle crée la richesse, elle crée l'emploi et tout, mais il a un doute quand même, parce qu'elle dit... Et puis, quelqu'un qui écrit, il sait bien qu'il faut vendre des livres, si ça devient best-seller ou pas, il sait le marketing, il sait qu'il faut parler à la télé, etc. Mais il dit ça c'est poussé vers les gens, mais l'intérêt, c'est vraiment l'innovation. Donc, c'est une pensée beaucoup plus importante qu'on ne la croit. Hein, et voilà, il dit, si on ne peut pas changer le monde, changeons du moins notre propre vie, on va là librement. Hein, le monde des théories n'est pas le mien. Il dit, ces réflexions sont celles d'un praticien. Hein, aujourd'hui, il y a plein d'actions. Prague tente de récupérer l'héritage Kundera et lui redonner sa nationalité, parce qu'il est français aujourd'hui. Mais il y a eu le printemps de Prague qui a été... Enfin, c'est des zones qui ont été très, très ravagées par les guerres au cœur de l'Europe. C'est pas facile de garder confiance dans l'avenir du monde dans ces contextes-là. En plus, quand soi-même, on remet en compte son propre parcours, est-ce qu'on est à la hauteur des événements? Hein. Alors, on va finir par Houellebecq. Alors, Houellebecq... le pays de la France, depuis 10 ans, est le pays le plus pessimiste du monde, donc il ne faut pas être surpris qu'on a Houellebecq. Hein. Alors, n'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Je cite Houellebecq. Quelles que soient les qualités de courage, de sang-froid et d'humour qu'on a pu développer tout au long de sa vie, on finit toujours par avoir le cœur brisé. Alors, on arrête de rire, au bout du compte, il n'y a plus que la solitude, le froid, le silence, au bout du compte, il n'y a plus que la mort. Un des auteurs les plus pessimistes actuellement, mais regardez ce qu'il y a derrière ça. Puis apparemment, il a le même coiffeur que Souchon et que Catherine, apparemment. Bon. Enfin, je blague. Alors, quel est le parcours? Alors, on a exactement l'inverse d'un ingénieur qui devient écrivain. Hein, il est ingénieur agronome, il a fait un parcours, Chaptal, ingénieur agronome, spécialiste en mise en valeur du milieu naturel et écologie. Mon gamin fait le même parcours, je lui dis, tu vois, tu pourras devenir écrivain, rassure-toi. Hein. Informaticien, il n'a pas fait d'études informatiques particulières, mais il aime bien bidouiller l'informatique, puis il ne voulait pas un boulot trop prenant, donc il était informaticien à la direction de l'informatique du ministère de l'Agriculture, c'est le milieu agriculture plus informatique, et ensuite 6 ans à celle de l'Assemblée nationale. Lui, il n'avait pas la posture de Balzac, qui ne croyait pas au grand coup, il voulait un boulot tranquille pour pouvoir écrire. Je vous le dis, il était adjoint administratif, il n'a pas cherché trop loin, hein, avant d'être mis en disponibilité pour pouvoir écrire à plein temps. Donc il est en disponibilité du ministère de l'Assemblée nationale. Je ne juge parcours parce que par rapport à des gens, leur parcours est clé dans le système. Et donc lui, il aborde l'écriture. Alors voilà son parcours. Alors des succès mondiaux pour tous. Ça a démarré par les particules élémentaires, plateformes, hein, la carte du territoire, la possibilité d'une île, soumission et sérotonine. Alors je vous dis, pessimiste, oui, France, pays le plus pessimiste du monde, et puis c'est le pays où on absorbe le plus de médicaments pour, comment on appelle ça, excusez-moi, ouais, antidépresseurs, il y a 2 pays avant nous, anxiolytiques, voilà. Donc, à la limite, il est vachement bien dans son contexte, hein, puisque je dirais, il est à l'endroit où il fallait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est sa particularité? Il traite tous les grands sujets de société quand ils sont encore niés par les dirigeants et qui ne sont pas encore politiquement corrects. C'est vraiment ça. Alors il dit, croyez pas que ce soit agréable parce que ça n'amène que des emmerdements quand on me dit que c'est facile. Alors il est un dieu en Allemagne. Il faut savoir que, et dans d'autres pays, vous voyez, là je mets un bouquin en Allemagne qui s'appelle Warum Franzosen so gut Bücher schreiben. Pourquoi les Français écrivent de si bons textes? Il fait un lien entre Sartre et Houellebecq. Parce qu'il parle des choses dont on ne veut pas parler. Il les met sur la table directement. Vous voyez, Houellebecq, superstar mondial, incroyable, les gens ne se rendent pas compte. En France, c'est Houellebecq. Nul n'est prophète en son pays. Alors, à l'extérieur, on dit, mais attendez, il a mis tout. Alors, pourquoi? Voilà les sujets qu'il a traités. Dépression et désenchantement de la société actuelle, hein. Misère sexuelle, pédophilie et tourisme sexuel. Bon, le sujet, il est vachement présent. Quand vous voyez que les scouts américains ont fait faillite à cause de 12 000... Non, mais pour vous dire, bon, lui, il met les pieds dans... Mythe de la fin des religions et du rêve. Hein, il n'y a pas la fin des religions, c'est le contraire, hein, mais il y a la fin du rêve, d'un homme nouveau, retour de la peur, rapport entre l'art, l'argent, la mort et le travail, l'islamisme radical, risque pour la démocratie. Il sort son bouquin le jour où il y a l'attentat de Charlie. On dit, est-ce qu'il était visionnaire? Moi, je sais ce que j'observe. Voilà. Après, sa vision, son accord, lui, il met les pieds dans le plat.
Crise mondiale, déclinisme, survivalisme et secte. Voilà, je prends le thème qui est très, l'abandon et la révolte des territoires ruraux. Si vous lisez Sérotonine, vous allez vous coltiner des 20 pages sur la réforme agricole commune. Mais oui, c'est son boulot, il a appris ça. Il travaille au ministère de l'Agriculture et tous ses copains sont dans le monde agricole. Je vous ai dit, mais c'est pas possible, ça c'est un truc sur la politique européenne commune. Ben oui, il est aussi dessus. Et puis il parle de la misère des gens dans les territoires et de tous ses amis qui sont devenus vétérinaires et qui sont sur les territoires. Il y a un lien, évidemment, avec son milieu. Hein, et aujourd'hui, l'abandon, révolte des territoires ruraux, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les anxiolytiques pour survivre, ben dans un pays qui en consomme le plus au monde, ça permet de croire que tout va bien. Hein, l'annonce du pire possible, l'image de l'inacceptable et de la perte de sens. Donc, on dit que c'est une sorte de lanceur d'alerte sociétal. Il dit ça va nous péter à la gueule. Voilà, et je fais mon point là-dessus. Et il ne le vit pas spécialement bien. Alors, je cite un livre intéressant, parce que je peux dire, on pourrait finir, parce qu'en finissant sur Houellebecq, on pourrait croire que c'est un tantinet pessimiste, ma présentation. Bon, or, que vous dit Agathe Novak Le Chevalier, Houellebecq, l'art de la consolation. On colle volontiers à Michel Houellebecq l'étiquette d'un écrivain cynique et dépressif, c'est pas complètement faux non plus. Hein, il ne semble pourtant pas assez improbable que les gens se précipitent pour acheter une littérature purement déprimiste. Hein. Le succès en librairie prouve plutôt que ses lecteurs, contre les polémiques et les anathèmes convenus, sentent d'instinct que ces livres proposent autre chose. Lire Houellebecq, c'est faire preuve d'une résistance au monde contemporain, percevoir ce lien qui, par le rire et l'empathie, défie l'effacement progressif des relations humaines. C'est surtout comprendre pourquoi la poésie peut seule triompher de la désolation qui est notre lot commun, contre la souffrance, une seule consolation possible, la littérature. Donc elle apporte une note de positif par rapport à cela, mais c'est vrai que c'est pas de la rigolade. Et ceci dit, il s'est marié récemment, il s'est coupé les cheveux, il s'est rasé, il a mis un costard, il a l'air content, il s'est marié. Donc, on a le droit de le prendre. Il avait dit que le mariage vaut 15 ans il y a encore quelques temps. Donc apparemment, il est dans un meilleur karma, ce qui est bon signe, voilà, avec une étudiante qui a fait une thèse sur lui. Donc voilà. Non mais on a bien le droit de le blaguer, il blague tout le monde. Hein, bon. Donc apparemment, pour l'instant, il y a un espoir du côté. Et il a mis même une petite choupette en plume comme avaient les flappers. Ça fera le lien avec le look qu'on aura avec les flappers. Hein, donc voilà, là, tout le monde était inattendu. Ça faisait mariage bourgeois du 19e, pour quelqu'un qui jetait tout. Voilà, donc moi j'ai fini pour cela.